Nous avons eu un nouveau rapport, selon lequel l'Iran. Il semble que le New York Times ait rapporté qu'il y avait eu des attaques contre des navires américains en Égypte, dans l'un des ports égyptiens. Ils ont été attaqués, et hier nous avons vu les images. Ils étaient en feu, pratiquement en feu, 2 de ces pétroliers ou navires. Et aujourd'hui, le New York Times a rapporté que l'Iran était derrière ces attaques. Si l'Iran a fait ça, supposons qu'ils aient raison, que l'Iran l'ait fait, cela signifie un énorme changement dans leur politique. Parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a eu des informations aux États-Unis sur des cyberattaques, et il est dit que l'Iran est derrière ces cyberattaques. C'est la nouvelle stratégie de l'Iran, s'ils ont commencé à faire ça. Parce que tout est question de défense. Ils se défendent, ils restent en retrait et regardent ce que font les États-Unis pour réagir aux actions américaines. Mais maintenant, ils prennent devant. Taxedenkjoldiskam of Etaniun. Preemptive. You're absolutely right. They changed their, Préventive. Vous avez tout à fait raison. Ils ont changé de perspective générale. Nous n'allons plus être sur la défensive. Nous allons prendre l'initiative. Et ils ont commencé à prendre l'initiative il y a seulement quelques jours. Absolument. Maintenant, c'est différent. Ils veulent accélérer la tension dans plusieurs nœuds clés de, encore une fois, l'économie américaine, de la surveillance et des infrastructures agressives, de l'écosystème, dans toute la région, donc en Asie occidentale et même au-delà. C'est fascinant, Nima, sous un certain angle. Évidemment, nous ne le saurons pas directement, mais qui a pris cette décision? Pour une décision de cette nature, elle doit venir directement de Mojtaba Khamenei. Elle ne peut pas venir seulement de quelques généraux des gardiens de la Révolution. Vous êtes d'accord avec ça? Donc c'est une décision qui vient tout d'en haut, n'est-ce pas? Ou peut-être que vous savez, le Conseil suprême de sécurité nationale iranien a fait une proposition au guide suprême et que celui-ci l'a acceptée. Accepté par le guide suprême. Exactement. Bien sûr, le mécanisme paraît logique. Il y a un débat au Conseil suprême de sécurité nationale. C'est pratiquement un vote par consensus. Ça va ensuite à Mojtaba. Et il dit « D'accord, je suis d'accord, allez-y ». Exactement. Parce que l'Artèche iranienne, qui n'est pas le CGRI, c'est l'armée iranienne. Exactement. Et ils ont déclaré avoir frappé les générateurs électriques de l'armée américaine à Bahreïn, le système de navigation, des bâtiments administratifs, ainsi que des bâtiments logistiques et de soutien à Bahreïn à cause de ce pilote iranien qui a été tué lors d'une attaque israélienne. C'était un pilote de F-14. C'était un héros, absolument. Oui, exactement. Et ils ont rapporté quelque chose, Pepe. Si on regarde la situation actuelle, il y a eu un reportage de NBC, si je ne me trompe pas. Il disait qu'il y avait une réunion, Donald Trump, une réunion sur la sécurité, et Donald Trump avec vous, il y a quelques minutes. Oui, c'est la même réunion. Oui, bien sûr. NBC a rapporté qu'il s'agissait d'une réunion sur la sécurité, que Donald Trump est d'une certaine manière tellement frustré, tellement désespéré, qu'il ne sait pas quoi faire. Les options militaires ne le satisfont pas et rien ne se passe du côté des négociations. C'est pourquoi il ne sait pas quoi faire. En gros, il n'a aucune vision pour l'avenir proche. Il ne sait pas quoi faire. C'est ça le problème, je pense. Il ne s'agit pas seulement de Donald Trump. Les Iraniens ne savent pas quel sera le prochain geste des États-Unis. Et cela est extrêmement dangereux, à mon avis. Vous avez tout à fait raison. C'est extrêmement dangereux à cause de l'imprévisibilité. Et ils savent qu'il est acculé. Ils savent aussi qu'il lui reste en substance encore 2 semaines et demie maximum pour faire quelque chose. Et ensuite, tout va commencer à s'effondrer. Sur la négociation, ou ce qu'il reste de la table des négociations, nous avons été complètement écrasés maintenant.
Larry et moi suivons cela en détail et nous posons chaque jour des questions aux médiateurs. Donc les dernières informations que nous avons reçues en début de semaine, lundi, mardi, mercredi, d'accord, jusqu'à hier soir, oui, il existe une toute petite fenêtre d'opportunité si les Américains décident de la saisir. Parce que quand on voit la séquence, les Iraniens, bien sûr, regardent l'ensemble et disent « D'accord, nous n'avons jamais récusé, nous n'avons jamais rejeté la diplomatie, tant qu'il y a un respect mutuel. » Alors, qu'est-ce qui s'est passé lundi? Une délégation américaine se rend à Rawalpindi, au siège de l'armée pakistanaise, avec un message. Et ce message porte sur ce qu'il faudrait faire pour revenir aux négociations, ce qui est exactement l'inverse de ce que les Iraniens disent depuis, non, pas seulement depuis des semaines, mais depuis des mois. Les Américains veulent donc commencer par le dossier nucléaire. L'Iran dit, non, c'est la dernière chose dont nous discuterons. Ensuite, ils veulent des concessions de l'Iran. Ils pourraient donc débloquer une partie des fonds, pas la totalité des 6 milliards de dollars par exemple, qui se trouvent dans des banques qataries. Les Qataris étaient presque prêts à les libérer, puis les Américains l'ont de nouveau bloqué. Et il y aurait un allègement des sanctions, selon les Américains, en fonction de tout cela. Ensuite, on discuterait du détroit d'Ormuz. C'est exactement l'inverse de ce que l'Iran propose depuis le début. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une bataille pour obtenir du levier des deux côtés. Et les médiateurs sont littéralement au milieu. Les Pakistanais, mais aussi les Omanais et les Qataris. Par exemple, pour les discussions techniques sur le détroit d'Ormuz, ce sont l'Iran et Oman, bien sûr. Le détroit se trouve entre les deux. Donc, ils doivent discuter des aspects techniques. Et le Qatar, encore une fois, essaye de se présenter comme un compromis. Par exemple, s'il y avait, ou en supposant qu'il y aurait, j'aime bien le formuler à l'ultra-conditionnel, une autre réunion, les Qataris disent « Faites-la à Doha, nous sommes neutres dans cette affaire ». Les Iraniens préfèrent Islamabad, où a eu lieu la première réunion, parce qu'à Islamabad, ils bénéficient d'une protection de sécurité. S'ils se rendent au Pakistan, le Pakistan les protégera, comme il l'a fait la fois précédente et comme il l'a fait en Suisse. Et les Américains veulent évidemment la Suisse, l'Occident. Donc, même s'il y a une nouvelle réunion, il y a déjà un autre désaccord, où aura-t-elle lieu? Mais bien sûr, le plus important, c'est cette bataille pour le rapport de force. Comme tu le sais, Nima, et comme notre public le sait, l'Iran ne cédera pas et ne fléchira pas. C'est l'ordre qui a été donné, c'est la procédure, et ils ne vont pas s'en écarter. Et tous les points iraniens figurent dans le protocole d'accord. L'Iran dit en substance, nous poursuivons, oui, la diplomatie. D'accord, il y a une fenêtre. Mais cela veut dire revenir au protocole d'accord que vous, les Américains, avez signé et commencer à respecter vos engagements. Tant que rien de tout cela ne se produit, nous savons tous que nous sommes dans une impasse très dangereuse. Mais c'est la situation actuelle. Donc la seule chose qui pourrait se produire, je dirais, pour interférer avec, je ne présenterai même pas cela comme un raisonnement, la démence américaine, c'est que l'horloge tourne. Ils ne contrôlent pas l'horloge. C'est l'Iran qui la contrôle. Et dans un peu plus de 2 semaines, on aura une véritable ligne rouge. Donc ils doivent faire quelque chose. Et cela a été discuté lors de cette méga réunion où Trump lançait, vous savez, des épithètes et des insultes à tout le monde dans la salle. Évidemment, il déclenche une guerre. Et quand les siens lui disent « Écoutez, il n'y a aucun moyen de mettre fin à cette guerre, à moins que nous ne soyons stratégiquement vaincus et humiliés, forcément, il doit devenir fou. » Mais voilà, il s'est infligé cela à lui-même et aux États-Unis. Il n'y a pas d'issue, pas de porte de sortie. Il n'y en a qu'une. Difficile.
Ça s'appelle un protocole d'accord. Off-ramp. It's called MOU. There is something going on, I think. Il se passe quelque chose, je pense, entre l'Iran et le Qatar, parce que hier, ils ont laissé passer l'un de leurs navires, un méthanier, par le détroit d'Ormuz. Exactement. Hier, il est passé. C'est nouveau, parce que ces 3 dernières semaines, nous n'avions vu aucun navire qatari passer par le détroit d'Ormuz. C'est la première fois que cela se produit hier. Cela veut dire que quelque chose se passe entre les deux pays. Nima, le Qatar essaie en fait de prouver à l'Iran, écoutez, nous pouvons être un médiateur neutre et efficace. S'il y a une chance d'amener les Américains à la table des négociations, laissez-nous aussi participer, nous et le Pakistan. Essayons de le faire ensemble, le Pakistan et nous. Nous pouvons y arriver. Nous pouvons essayer d'amener les Américains à la table des négociations. Mais pour cela, vous devez nous faire confiance. Et c'est un bon signe que les Iraniens aient autorisé ce méthanier à quitter le Qatar pour se rendre au Pakistan. J'aime cette métaphore et j'aime la continuité de ce geste. Il implique les 3 acteurs. Et c'est une démarche qui vise à établir une confiance mutuelle entre eux 3. Mutual trustworthiness among the 3 of them. So once again, this brings us back to Donc, une fois de plus, cela nous ramène à la table des négociations brisées. Oui, il y a une toute petite fenêtre. Tout dépend de ce que les Pakistanais et les Qataris vont devoir faire pour essayer de remettre un peu de bon sens dans la tête de certains négociateurs américains. Ils le voient sans doute, mais évidemment, ils sont sous Trump. Et il y a un élément, Nima, qui est absolument crucial dans tout cela. Je dois, une fois de plus, insister sur le fait que nous n'avons qu'une seule source à ce sujet. Mais cette source au Pakistan est très bien placée. Elle est à la table des négociations et elle a accès à tous ces renseignements. Son interprétation, c'est que cette délégation américaine qui se rend au Pakistan lundi vient du bureau du vice-président. Cela veut dire que ce sont les gens de J.D. Vance. Il n'y avait pas Tweedledee et Tweedledum, Dumb et Dumber, Kushner et Witkoff dans cette délégation. C'est très intéressant. Ça prouve une fois de plus qu'au sommet de l'administration Trump, il y a plusieurs visions différentes sur la diplomatie, comment la mener et ainsi de suite. Et nous savons tous que Vance n'est pas fondamentalement d'accord avec les manœuvres démentes de Trump depuis le début. C'est donc le signe que les Pakistanais et les Qataris se disent « Bon, essayons de, je ne dirais pas de séduire, mais essayons d'attirer ces négociateurs américains dans notre camp, le camp de la diplomatie. » Et voyons s'ils ont suffisamment d'influence à Washington pour dire au président « Écoutez, il y a une possibilité, mais vous devez respecter le protocole d'accord. » Et les Qataris et les Pakistanais font tout pour aplanir tous les obstacles afin que les 2 délégations puissent de nouveau se retrouver dans la même salle. Je sais, Nima, et je sais que vous tous qui nous regardez, c'est quoi? Une chance de 0,1% pour la diplomatie. Mais au moins, il y a une chance pour la diplomatie. Vous savez, elle existe toujours. Et je suis sûr que si vous posez la question à Arachi, il dira oui, nous n'avons jamais dit non à cela. Ils ont dit que la diplomatie serait toujours, vous avez raison. Et Arachi dit, écoutez, s'il y a un respect mutuel, nous reviendrons à la table. Et s'ils respectent leurs engagements au titre du protocole d'accord, nous reviendrons à la table. Je pense que quoi qu'il arrive, si 0,001% se produit, le Yémen en fera partie. Permettez-moi de vous poser la question. Comment voyez-vous le Yémen si impliqué? Évidemment, pas à la table des négociations. Mais évidemment, les Iraniens vont négocier au nom de l'ensemble de l'axe de la résistance.
Du côté de l'Iran, l'idée c'est que d'abord, ils doivent lever toutes les restrictions sur le Yémen, le blocus, tout, absolument tout. Il n'y a pas d'autre solution. Parce que le Yémen, comme vous l'avez mentionné, quelle importance a eu l'intervention du Yémen? La perception, ce récit que vous nous avez donné sur la perception au sein de l'axe de la résistance, c'est pour cela que le Yémen est intervenu. Je pense que le moment où ils sont entrés en jeu est extrêmement précieux, extrêmement important. Parce que lorsque ce détroit est totalement fermé et que le conflit se déroule entre l'Iran et les États-Unis, ils exercent une forte pression sur l'Arabie saoudite. Et vous voyez comment tout est en train de se défaire, de s'effondrer, du côté de la politique étrangère saoudienne. Mais pour l'Iran, c'est important. Le Yémen est très important en ce moment. Ils ont montré leur puissance. Ils ont montré que si l'Arabie saoudite essaie d'escalader, vous vous souvenez de la dernière attaque, quand ils ont attaqué toutes ces installations pétrolières en Arabie saoudite. Quelle a été la réponse de l'Arabie saoudite? Ils ont attaqué les installations d'Aramco. Ils ont demandé une trêve. Oui, les Saoudiens ont dit « D'accord, on arrête, parlons-en ». C'était en 2019. Il y a donc eu une trêve juste après, ainsi qu'un protocole d'accord d'ailleurs, que les Saoudiens ont rompu il y a moins d'un mois. Exactement. Et la dernière attaque contre leurs installations pétrolières. Littéralement, les représailles ont été une attaque contre des montagnes au Yémen. Et nous savons que s'ils veulent frapper les missiles au Yémen, qui sont sous les montagnes, même avec ces avions de chasse, ils ne peuvent rien obtenir. En gros, ils sont incapables d'atteindre les cibles sous les montagnes. Donc voilà, je pense que l'Iran ne peut pas ignorer le rôle du Yémen. Le Yémen est tellement important. À mon avis, ils vont inclure un nouveau paragraphe dans le protocole d'accord, ou dans ce qu'ils vont finalement annoncer, quel que soit ce que ce sera. Le Yémen en fera partie. Ils vont dire que l'ensemble du siège sera levé, et peut-être qu'une nouvelle relation émergera de là, entre l'Iran et le Yémen, entre l'Irak et le Yémen. Ce sera un énorme changement pour le Yémen, Pepe. Vous savez à quel point ils subissent de pression. Ils sont soumis à une pression énorme depuis très longtemps, depuis plus de 10 ans, pour être honnête. C'est quelque chose de nouveau pour le Yémen. Cela pourrait aider leur économie. Cela pourrait renforcer leur position. Ils ont aujourd'hui une position très affirmée au sein de l'axe de la résistance. Et ils vont trouver leur propre manière de gérer leurs problèmes. Parce qu'ils sont désormais un acteur, pour être honnête. Avec le nouveau coup porté à l'Arabie saoudite, ils sont un acteur très important. Il ne s'agit pas seulement de représailles contre, vous savez, Israël, ni de frapper certaines cibles en Israël. Il s'agit de leur pays. Il s'agit de leur position. Il s'agit de leur souveraineté. C'est extrêmement important pour le peuple yéménite. Et c'est un peuple fier. Les regarder et les qualifier de supplétifs de l'Iran, pour eux, c'est tout simplement ridicule. Ils ne savent pas. Faites attention. C'est trop stupide. Mais même s'il n'y a pas d'avenant au protocole d'accord, et c'est important, les Chinois disent en substance que tout le monde devrait revenir à ce protocole d'accord. Il n'y aura pas de nouvel accord. C'est la position chinoise que les Iraniens comprennent très bien. Et les Iraniens ne demandent ni renégociation, ni nouvel accord. Ils demandent l'application du protocole d'accord. Mais le premier paragraphe dit en substance « fin de toutes les guerres ». Et évidemment, s'ils reviennent à la table des négociations, avec des négociateurs iraniens à la table, ils diront « la fin de toutes les guerres signifie la fin de toutes vos guerres contre tous les membres de l'axe de la résistance ». C'est là que le Yémen entre en jeu, sans même avoir besoin d'en rajouter. Mais pouvez-vous imaginer, Nima, un gouvernement américain admettre qu'il doit arrêter sa guerre contre l'ensemble de l'axe de la résistance, alors que c'était le point principal depuis le début,
même avant l'attaque contre l'Iran le 28 février. Hors de question. Nous savons que cela ne peut pas arriver. Ce qui nous amène à ceci. Ça pourrait durer longtemps et nous pourrions avoir des escalades et des désescalades pendant des mois. Horrible. Horrible, mais tout à fait plausible. Oui, allez-y, je vous en prie. But quite plausible. Yes, go ahead, please. Je pense que la possibilité que la guerre se poursuive existe. Elle existe et elle grandit avec le temps. Et la question c'est, sont-ils, je parle des pays du CCG, prêts à devenir une nouvelle Ukraine en Asie occidentale? Parce que la poursuite de la guerre va entraîner la dévastation totale de leur économie, de leurs installations pétrolières, de tout ce qu'ils ont. True. They're already freaking out. C'est vrai. Ils paniquent déjà. Ils veulent en sortir maintenant, du moins certains d'entre eux. Par exemple, la manière dont le Koweït cherche à s'en sortir, c'est l'accord qu'il vient tout juste de conclure avec le Pakistan. Si vous traduisez cet accord, en gros, le Koweït dit « Écoutez, est-ce qu'on peut faire partie de votre parapluie sécuritaire ?» C'est essentiellement ça. Autrement dit, c'est une façon de s'en sortir. Et le Koweït imagine que s'il est sous un parapluie pakistanais, il ne sera pas attaqué par l'Iran. Mais ce n'est pas aussi automatique que ça. Si le Koweït continue d'avoir des bases américaines sur son territoire, il sera attaqué par l'Iran. Point final. Voilà. Ils ne peuvent pas jouer sur les deux tableaux. D'accord. Vous voulez que le Pakistan vous protège? Très bien. Alors, dehors toutes les bases américaines. Le Koweït est-il suffisamment souverain pour le faire? Is Kuwait as sovereign enough to do that? Of course not. They don't control anything about themselves. Bien sûr que non. Ils ne contrôlent rien de ce qui les concerne. Et c'est le problème de tous les pays du CCG. Ils sont tous faux, par définition. Quand vous y allez, quand vous les visitez, quand vous y allez, vous le constatez par vous-même. Tout est faux. À quelques exceptions près, au Qatar. Par exemple, quand vous allez sur l'immense campus universitaire au Qatar, la plupart des universités sont américaines, n'est-ce pas? Il y en a une ou deux qui sont qatariennes, gérées par des Qataris, avec des enseignants qataris. Mais même si les enseignants sont qataris, les professeurs sont qataris. Où ont-ils été formés? En Grande-Bretagne ou aux États-Unis. Donc on ne peut pas parler de souveraineté. Et ce sont ces gens-là qui forment les nouvelles générations. Les Émirats arabes unis, c'est encore pire. UAE is even worse. UAE is the degree zero of culture. There's zero culture. Les Émirats arabes unis, c'est le degré zéro de la culture. Il n'y a aucune culture aux Émirats, à part des tours dorées clinquantes. Tape à l'œil. C'est tout. Donc tout est faux, littéralement. Ces tribus, dans tous ces pays du Conseil de coopération du Golfe, devraient connaître collectivement leur chemin de Damas. Ça n'arrivera pas de sitôt. Mais si elles voient que tout ce qu'elles ont construit, ou dans quoi elles ont investi, ou peu importe, va être détruit, alors peut-être. Mais voilà où nous en sommes, du moins pour le moment. Les petites Amériques qu'on trouve partout dans le Conseil de coopération du Golfe sont méthodiquement détruites par l'Iran. Et dès le début, l'Iran disait « L'une de nos cibles principales est d'éliminer la présence des États-Unis en Asie occidentale. » Et ils sont en train de le faire, maintenant. Ils le font concrètement. And they are fulfilling it now. They are doing it in practice. Et pour revenir aux véritables négociations, comme vous l'avez mentionné, entre l'Iran et Oman, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères en a parlé à la télévision iranienne. Il a dit en persan, en substance, c'est ainsi que je l'ai compris de son point de vue, que l'Iran soutient que ce ne sera pas du 50-50. Ce sera 75% pour les Iraniens et 25% de contrôle. Pas une question de tout contrôler. Oui, il ne s'agit pas d'argent ni de quoi que ce soit dans ce genre. Il s'agit de contrôler ce commerce. En grande partie, 75% iraniens, 75%, 25%. 75, 25, and the Omanis Et les Omanais, j'imagine donc qu'ils sont enclins à l'accepter.
Oui, on ne sait pas, on ne sait pas. Il a dit qu'ils étaient en négociation. Oman a proposé à l'Iran d'accepter un partage à 50-50. L'Iran a refusé, en raison des questions de sécurité, de la guerre, de ce qui s'est passé. Il est impossible pour l'Iran d'accepter cela. Donc, dans le cadre de ces négociations, Oman aurait aussi la possibilité de percevoir ses propres droits de passage, n'est-ce pas, pour les personnes qui voyageront en empruntant les eaux territoriales omanaises. Non, ce ne seront pas les eaux territoriales omanaises. Il y aura deux voies, une pour l'entrée et l'autre pour la sortie. Vous voyez, une voie pour entrer, une voie pour sortir. Oui, j'ai vu ça. Mais aucun ne passe par les eaux territoriales omanaises? Non. Exactement. Oui. Non, d'accord. Voilà ce qui se passe entre les deux. Et je pense que c'est la négociation de fond, la plus importante en cours pendant que nous parlons. Il n'y en a pas d'autre. Vous savez, peut-être que des messages s'échangent en coulisses entre l'Iran et les États-Unis. Mais ce n'est rien de sérieux, parce que personne n'en parle. Et le véritable enjeu, c'est le détroit. S'ils mettent en place une sorte de mécanisme pour ce détroit, une sorte d'accord entre l'Iran et Oman, alors je pense que les États-Unis ne pourront pas le modifier. Ils ne font pas partie de la région. Exactement. Ce sont des acteurs extérieurs. Exactement. Et bien sûr, l'Iran peut convaincre Oman qu'il y aura des retombées économiques pour l'économie omanaise s'ils mettent cela en œuvre. Les Qataris finiront par accepter. Les Pakistanais peuvent servir de médiateurs entre tous. Donc c'est possible. Un accord sur la navigation dans le détroit d'Ormuz est possible. Évidemment, du point de vue américain, ce sera, je dirais, l'illustration absolument limpide d'une défaite stratégique. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Quel est leur plan B? Bombarder tout le monde une fois de plus, puisque c'est la seule chose qu'ils font. Tout le monde veut que le détroit d'Ormuz reste ouvert, avec un système viable. À commencer par les Chinois, qui sont les acteurs invisibles les plus importants de tout ce drame. Et c'est ce qui se trouvait juste derrière la démarche chinoise. Expliquer aux Pakistanais. D'accord, regardez, nous vous soutenons jusqu'au bout, mais vous devez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour d'abord les ramener à la table des négociations et trouver un mécanisme pour le détroit d'Ormuz.